Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. C'est l'histoire d'un rêve, c'est l'histoire d'une femme qui rêve d'un monde réconcilié, d'une humanité qui serait fraternelle, qui serait redevenue fraternelle, comme le rêvaient d'ailleurs ses parents. Et c'est aussi une histoire qui vient se fracasser sur les douleurs et sur les plaies qui se rouvrent un peu partout en Europe et ailleurs en ce moment. Et puis c'est l'histoire du rêve d'une maman, celle de Jean-Christophe Hu. Il est l'invité de LCR ce soir. Fanny rêve. Moi, je dis qu'elle rêve de l'humanité libérée de ses chaînes. Le rêve de Fanny, c'est le récit des aventures de Jeanne, de Paul, ses parents, et de tous ceux qui, à travers l'histoire, auront été des combattants, des créateurs ou des poètes. Jeanne, Paul, des gens comme bien d'autres, hier, aujourd'hui, demain. Le rêve de Fanny. Voilà, le rêve de Fanny au cinéma à Vendôme en ce moment et au Churchill aussi pour les Liégeois parce qu'on est un petit peu du côté de Liège. Bonsoir Jean-Christophe. Bonsoir, bonsoir. Je vous ai vu encore ému, rien qu'à regarder la bande-annonce. Je me trompe ou pas? C'est pas faux, c'est pas faux. Ouais. Je mélange des archives qui me sont familières aussi, qui sont familiales aussi. La grande histoire et c'est l'histoire de la famille. Voilà, ce film, c'est la confrontation entre la grande histoire et l'histoire de la famille, effectivement. Ouais. Oui. L'un s'articule avec l'autre. Ouais. Oui. Vous lui ressemblez à Fanny. Vous ressemblez aussi à votre papa Georges. Vous lui ressemblez, je trouve, à Fanny. Ah, vous trouvez? Ah oui, j'en suis très heureux. Je trouve le rêve de Fanny. Pourquoi vous avez choisi le point de vue de votre maman? Parce qu'elle avait écrit justement beaucoup sur ça. C'était son rêve en fait? Non, pas du tout. Ma mère est morte assez jeune. Ouais. Elle avait 33 ans. Ah oui, c'est très jeune. Ouais. Donc j'étais très petit aussi. Ouais. Non, le rêve, en fait, il est venu un petit peu par hasard. Il se fait que chez moi, il y a beaucoup de désordre. Enfin, et régulièrement du désordre que je mets parfois en ordre. Disons qu'il y a un grenier bien achalandé. Oui, si on veut. Mais alors, à un moment donné, chez moi, derrière mon bureau, il y avait donc du désordre. Il y avait le carnet de poésie de ma mère, ouverte sur un dessin que je trouve formidable, et une photo de ma mère avec mon père. Mais ma mère, à ce moment-là, a les yeux levés vers le ciel. Alors je fais un peu le rapprochement. Le dessin représente en fait tous les peuples de la Terre qui se donnent la main en une ronde fraternelle. C'est au lendemain de la guerre. On le voit dans la bande-annonce d'ailleurs. Oui, c'est ça. Donc il y a un espoir. Oui, c'est un dessin à la fois magnifique et plein de naïveté. Oui. Donc c'était les espoirs qu'il y avait vraiment au lendemain de la guerre. On espérait que la paix serait là ad vitam aeternam pour toujours. Et j'ai rapproché ça de la photo où je vois ma mère qui lève les yeux au ciel. Je me suis dit, pourquoi elle lève les yeux au ciel, ma mère? Pourquoi elle lève les yeux au ciel, Fanny? Je me suis dit, alors j'ai commencé à me raconter une histoire. Elle rêve. Elle rêve d'un autre monde. Elle rêve d'une humanité réconciliée, et d'une humanité fraternelle, une humanité de paix, antiraciste. Et au fond, c'est ce dont rêvaient aussi ses parents à elle, vos grands-parents, donc Jeanne Massard, Paul Renaud, on va en parler. Vous dites d'ailleurs, dans la bande-annonce, on entend Jeanne, Paul, des gens comme bien d'autres. C'est vraiment des gens comme bien d'autres, vous croyez? Mais ils sont pas un peu exceptionnels quand même?
Ils sont exceptionnels, mais il y en a eu d'autres de gens exceptionnels. Ouais. Il se fait qu'au départ, ce sont des gens entre guillemets ordinaires, même si c'est mes grands-parents, qui dans certaines situations se sont révélés être des êtres exceptionnels. La plupart des résistants pendant la Deuxième Guerre mondiale étaient des gens ordinaires, c'est des gens du peuple qui un jour ont décidé qu'ils n'en pouvaient plus et qui voulaient agir. C'est ça qui s'est passé. Ouais. Et beaucoup d'entre eux se sont révélés être des gens exceptionnels. Comme Jeanne, comme Paul, comme des dizaines de milliers de personnes. Vous voulez dire ils sont devenus exceptionnels dans le quotidien, et c'était presque une évidence pour eux, parce qu'au début, c'était pas si évident que ça. Non. Paul, votre grand-père, son papa travaillait au ministère des colonies, était quelqu'un de très rigide, etc. Lui, il a voulu faire l'Académie des Beaux-Arts, et puis devenir artiste. C'était déjà compliqué à la base. Il était déjà rebelle quand même, non? Oui, il était déjà rebelle, oui, effectivement. Par rapport aux autres membres de la famille, effectivement. Oui. Il venait d'une famille, le père travaillait au ministère des colonies. D'ailleurs, dans le film, je montre dans une cave où je fais des fouilles le bicorne de mon arrière-grand-père, donc qui avait une place très élevée dans l'État. Et ce fait que Paul, effectivement, est rebelle. Non seulement il ne suit pas les traces paternelles, mais il s'investit. Il veut être artiste. Ouais, artiste. Mais en plus, il veut être artiste surréaliste, c'est ça, qui était le courant éminemment révolutionnaire de l'époque. Révolutionnaire. Et puis non seulement ça, il se contente pas de la Belgique, puisqu'il va partir à Paris, il va faire la connaissance avec tous les artistes révolutionnaires de l'époque. Il va les croiser, ça va l'influencer fort avant qu'il revienne à Liège, c'est ça. Voilà. Oui. C'est en France, beaucoup de choses se sont passées. Il a pris connaissance. On est avant la guerre, là. On est avant la guerre dans les années 30. Il rencontre des artistes, il rencontre des poètes, Aragon, Sadoul notamment. Il rencontre aussi les militants communistes, il rencontre les militants révolutionnaires. Et retour dans sa ville d'adoption, qui était devenue Liège, il décide de s'investir complètement en politique. Ouais. À gauche, au Parti communiste, qui va lui valoir le fait de se retrouver en prison à un moment donné. Quand je dis en prison, c'est à Huy, c'est bien ça. Voilà. Ouais. Il est interné à Huy, notamment avec Julien Lahaut, et il projette de s'évader tous les deux de la forteresse de Huy, mais il se fait que les choses ne se font pas comme ça. Julien Lahaut a une corpulence que Paul Renaud n'avait pas, qui lui était plutôt était lutteur. C'est aussi un champion de lutte, mon grand-père, Paul Renaud. Enfin, il savait sauter d'une muraille, il savait faire plein de choses, il savait s'introduire dans un tuyau, ce que ne pouvait pas faire Julien Lahaut. Et effectivement, Paul Renaud s'évade, et après son évasion, il rejoint la résistance communiste. Ouais. D'abord à Bruxelles, et puis dans la province de Luxembourg, où il s'occupe du Front d'indépendance et des partisans armés. Voilà, tout ça, on suit à travers des images d'archives familiales mêlées à des images d'archives, on va dire publiques, j'imagine, que vous avez retrouvées, vous avez assemblé tout ça. Voilà. Ça se fait de façon très harmonieuse. Oui. Comment vous avez orchestré ce montage, d'ailleurs ? Ça a été un casse-tête quand même pour les monteurs. C'est un casse-tête, mais enfin, dire les choses viennent aussi naturellement. C'était aussi obligé pour la résistance en particulier, parce que là, il y a peu d'archives. Oui. Il y a peu d'archives. On montre peu de vrais résistants. Forcément. Il existe des archives, on voit la résistance, mais c'était filmé pour la plupart après la guerre. C'est des reconstitutions. D'accord. Voilà. Mais là, effectivement, j'étais confronté à une période importante, à une séquence importante, et je voulais avoir autre chose que simplement des documents d'archives, des archives papier ou ou d'autres éléments comme cela. Donc il m'a fallu inventer, il m'a fallu mettre du dynamisme, de là l'intervention de plusieurs archives qui viennent de films vraiment de toutes origines, et pas seulement des archives familiales, et aussi parfois des reconstitutions ou des mises en scène. Des reconstitutions et des voix aussi différentes. Je voudrais qu'on parle de Jeanne Massart. On a beaucoup parlé on a parlé de Paul Renaud. Jeanne Massart, qu'il rencontre, je crois, en Roumanie, si je me souviens bien, ou en Bulgarie, c'est ça ? Ça, c'est ma mère. Ça, c'est Fanny. Ah oui, c'est ça. Oui, d'accord. En Roumanie, mon propre père. Mais je raconte beaucoup de choses. En fait, c'est une fresque, c'est une épopée, quoi. Mais Jeanne Massart, donc les parents de votre maman, elle a aussi une vie extraordinaire, incroyable, résistante. Oui. Qui vaut aussi de se retrouver dans les camps, dans plusieurs camps, dont le fameux camp de Ravensbrück. C'est un moment difficile du film quand même, ça. Oui, effectivement, le film n'est pas toujours dans les réjouissances, loin de là. J'évoque l'histoire du XXe siècle en blanc et en noir. Et effectivement, les camps, c'est pas un moment facile. Et Jeanne Massart a failli mourir, quoi, comme beaucoup de gens, beaucoup de gens. Elle s'en sort, et puis la lutte va continuer pour l'émancipation des femmes, pour elle devenir sage-femme, donc les accouchements sans douleur, etc. Vous expliquez bien toute cette période aussi. Oui. Mais déjà dans les camps de concentration, il y a aussi des moments de résistance.
Les moments de résistance, c'est simplement aussi parfois faire fonctionner son esprit, faire fonctionner son désir de création. Il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet, mais effectivement, après la guerre, Jeanne veut s'investir dans les études, n'a pas fait d'études. Elle décide d'être infirmière et d'être infirmière accoucheuse. C'est comme si c'était pour elle une sorte de prolongement à l'engagement humain et militant qu'elle avait eu précédemment. Et elle est, en Belgique, l'une des 3 principale personnalité à avoir milité, à avoir travaillé beaucoup pour l'accouchement sans douleur, qui à l'époque était une révolution aussi dans les années 50. Ah ouais, complètement. Parce que jusqu'alors, la femme était, selon l'Église, mais aussi d'autres institutions, condamnée à accoucher dans la douleur. Tu enfanteras dans la douleur. Tu enfanteras dans la douleur. Tu enfanteras dans la douleur, c'est voilà. la fameuse phrase. Mais Jeanne se révolte contre ça aussi. Ouais. Et elle devient infirmière accoucheuse, très connue à Liège. Ils allaient bien ensemble, hein, Jeanne et Paul, non ? Oui, tout à fait, oui. D'ailleurs, c'est assez présent dans la séquence de l'accouchement sans douleur. Paul amène Jeanne à Paris pour apprendre l'accouchement sans douleur en Vespa. Enfin, vous imaginez le nombre de kilomètres et le nombre de et la durée que ça a pris, quoi. Oui, c'est un couple, hein, c'est un couple. Surtout à l'époque. Oui. Pourquoi vous avez fait ce film ? Pour aussi la mémoire de votre maman, donc la fille de Jeanne et de Paul ? Non, vraiment, ça s'est fait par hasard. Certains m'ont dit que c'était une sorte de diptyque par rapport à un film précédent où je raconte plutôt la vie de mon arrière-grand-père, de mon grand-père chinois qui a vu des choses vraiment très... Oui, parce que votre papa est d'origine chinoise. Hein, oui, moi je suis un quart chinois. D'où votre nom, Yu. Yu, voilà. Et non, ça s'est vraiment fait par hasard. Ça s'est vraiment passé comme ça. L'origine du film, c'est le dessin, le carnet de poésie, le dessin d'enfants extraordinaires, et ma mère qui lève les yeux au ciel. L'idée du film, elle est là. Mais je ne me suis pas dit au départ, je vais évoquer ma propre mère. Il ne s'agit pas du tout d'un film psychologique. Je ne suis pas en train de regarder mes propres. Non, bien sûr. C'est un film qui parle d'une personne, enfin de 2-3 personnes qui évoquent des centaines de milliers de personnes et finalement évoque le monde entier. Et qui évoque le monde entier, qui évoque toute l'histoire d'un siècle aussi, presque, quasi. Quoi. Oui. Et l'avenir possible aussi. Et l'avenir possible, parce qu'il y a du positif. Oui. Voilà. On montre que tout est possible. D'ailleurs, demain, le soleil, vous vouliez me parler de ce livre. En 2 mots, on n'a plus beaucoup de temps, mais pourquoi ce livre ? Alors, en 2 mots, vraiment, c'est un des livres que j'ai lu en préparant ce film. C'est un livre qui a été écrit par un ancien résistant qui était dans les camps, qui s'appelle José Cornet, et qui décrit son expérience des camps qui était vraiment terrible, mais qui évoque aussi régulièrement des choses qui sont passées dans les camps, qui sont des moments de création précisément, des moments où on fait parler son esprit, parler son cœur, son désir de fraternité malgré tout. C'est en cela que le livre de José Cornet, qui est trouvable en librairie à mon avis ou dans les archives, certaines archives, mériterait vraiment d'être édité, parce que ça parle d'aujourd'hui. Et il a beaucoup de points communs justement avec Le Rêve de Fanny. D'accord. Avis aux éditeurs, alors vous contactez Jean-Christophe. Oui, vraiment un très très beau livre. Voilà. Merci beaucoup, on conseille votre film, évidemment. Ça permet aussi d'avoir du recul, je trouve, sur tout ce qui s'est passé. Peut-être, je le disais d'ailleurs en tout début, par rapport à tout ce qu'on vit en ce moment aussi, de garder espoir quand même. Et envisager l'avenir en dépit de tout ce qui n'est pas facile aujourd'hui. Ouais. Merci. Les résistants d'avant se sont battus, ont réussi à mettre des choses en avant. Nous avons de quoi faire aujourd'hui. Continuons à résister. Merci beaucoup, Jean-Christophe Yu. Continuons Le Rêve de Fanny. Le film est donc visible au Vendôme. Vous pouvez aller sur le site du Vendôme pour voir les dates exactes. Il y aura une soirée particulière avec vous, un débat le 15 mai prochain. Et puis, c'est aussi au Churchill à Liège. Merci beaucoup. Passez un excellent week-end. Nous on se retrouve lundi pour une autre émission. Bonsoir. Merci.